Alors, je souhaite la bienvenue aux personnes qui vont écouter la prochaine capsule. Vous êtes tous et toutes les bienvenus parce que j'ai une belle invitée à vous présenter. Et dans quelques secondes, je m'y mets parce que nous avons une belle heure devant nous. Je me présente, je suis Joanne de Montigny, psychologue, et je suis aussi la consultante en psychologie en suivi de deuil pour le repos Saint-François d'Assise. Je tiens à les remercier parce que c'est eux, hein, M. Alain Chartier, le directeur, de parrainer ces capsules qui nous aident à traverser ce monde dans lequel on vit présentement, un monde plutôt euh, perturbé et perturbant. Je voudrais dire aussi que Madame de Henzel sera avec nous, mais parmi vous, certains la connaissaient, la reconnaîtraient. Elle était venue à quelques reprises au Québec dans des colloques sur le deuil. Elle a été interviewée chez nous par nos journalistes aussi lors de lancement de livres. Alors, elle est pas mal connue chez nous. Elle est bien aimée pour tous les livres qu'elle a écrits. Donc, je vous présente Marie de Henzel. Elle est psychologue, psychothérapeute, écrivaine française. D'ailleurs, elle a écrit presque une vingtaine de livres et je vais vous donner les titres bientôt de trois des livres, en tout cas, que moi je pense seraient très pertinents pour le sujet d'aujourd'hui, dont le dernier livre sur lequel nous allons nous entretenir. Voyez le très beau titre, L'adieu interdit. On va y revenir. Alors, Marie, elle est engagée à améliorer les conditions de fin de vie et pour tous ses ouvrages qui concernent cette question. Elle est engagée dans l'écriture, dans les conférences, dans les formations, dans les émissions de télé. Alors, elle est très active pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de fin de vie et aussi elle est très, très impliquée dans ce qu'on pourrait appeler la société du vieillir et du grand âge. Elle s'intéresse énormément aux personnes âgées et on va aujourd'hui parler de tout ça. Je vais faire aussi deux ou trois précisions, si vous me permettez. Parfois, nous avons des expressions différentes, mais qui veulent dire la même chose. Commençons par une expression que Marie va peut-être utiliser à l'occasion durant l'entrevue, les EHPAD. Je vous le dis tout de suite, les EHPAD, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et j'informe Marie qu'ici, nous utilisons le terme CHSLD pour parler des centres hospitaliers de soins de longue durée. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde avec des acronymes différents. J'aimerais dire aussi à Marie et aux personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, on parle en ce milieu, en cette mi-janvier 2021, de 8 815 décès au Québec et de vous rappeler que nous sommes la province au Canada la plus touchée par ces mortalités de COVID. Alors, je pense avoir dit le principal pour commencer cette entrevue et je vous souhaite une belle écoute. Et je vous présente tout de suite Marie en vous disant les trois livres que j'aimerais vous suggérer parmi les 19 ou 20, mais il y en a plusieurs autres. Celui qui nous a rassemblés beaucoup, Marie et moi, et je vais en dire un mot, c'est La mort intime, Le souci de l'autre, le deuxième. Et si vieillir libérait la tendresse, c'est beaucoup de l'intérêt de Marie présentement pour les personnes âgées. Et cet adieu interdit qui va vous toucher parce que ça concerne là-bas ce qui se passe à Paris dans les centres d'hébergement et chez nous, la même chose au niveau
des accompagnements manqués, au niveau des funérailles manquées, au niveau des retrouvailles manquées, et nous allons aborder tout cela ensemble. Marie, c'est une amie parce que nous nous connaissons depuis 1986 et elle est venue à Montréal faire un stage avec moi en 87-88. Alors, ça nous ramène à des souvenirs précieux au moment où les soins palliatifs rayonnaient, brillaient par ces bons soins. Et voilà dans quel cadre nous nous sommes rencontrés. J'ai eu aussi le bonheur d'écrire un livre avec Marie qui s'appelle L'amour ultime. Et c'était en sous-titre Psychologie et tendresse dans la traversée du mourir. Marie, bonjour. Je vais prendre ton beau livre, d'abord le montrer à ceux qui le voient présentement et celles qui le voient aussi, et l'adieu interdit. Je me disais, je vais lire des tout petits extraits parce que toutes les questions sont là et tu vas pouvoir élaborer ta pensée avec nous. Alors, je commence avec ceci, Marie. Tu écris, j'ai entendu la détresse des familles interdites de visite, écartées des rites d'accompagnement des mourants, des veilles mortuaires et des rites funéraires. J'ai soutenu psychologiquement bien des soignants vivant un cauchemar d'inhumanité, obligés de mettre en œuvre des règles que leur conscience réprouvait. Alors, Marie, tu mets un peu la table dans ce livre pour nous faire comprendre tout ce qui s'est vécu au début de ce que tu appelles dans ton livre l'épidémie, de ce qu'on appelle la pandémie, mais ce que je crois que tu voulais surtout centrer sur ce qui se passait dans vos régions. Et puis, donc, on s'entend que la pandémie faisant le tour du monde, ça c'est assez spécial pour un virus qui nous atteint tous. Et l'épidémie, quand tu fais référence beaucoup à ce que tu parles de l'expérience que tu vis là-bas. Alors, tu expliques aussi que tu constates à quel point, en voulant protéger la vie biologique des uns, on en nuit à la personne humaine. Est-ce que cette entrée suffirait pour que tu nous parles un petit peu de ce que tu veux nous dire un peu plus loin dans ce livre? Merci Joanne, merci de m'accueillir dans cette capsule, comme tu dis, et merci d'avoir rappelé que nous nous connaissons depuis très longtemps et que tu as été mon maître. Je le dis toujours, c'est toi qui m'as appris ce que c'était que l'accompagnement des mourants en 87 quand je suis venue à Montréal, je m'en souviens très bien. Et alors, effectivement, ce livre, je ne pensais pas l'écrire et c'est un éditeur qui est venu vers moi fin mai et qui m'a dit, à la suite d'une tribune que j'avais écrite dans le journal Le Monde, sur le déni de la mort, qui était que l'épidémie avait porté à son paroxysme, hein, m'a demandé d'écrire ce livre, L'adieu interdit. Et comme j'avais été effectivement sur des plateformes de soutien de directeurs d'EHPAD, donc de ces résidences pour personnes âgées, aussi de familles, de soignants, et que j'avais beaucoup de matière pour ce livre, j'ai accepté effectivement de l'écrire. Je l'ai écrit assez vite. Et c'est un livre donc, qui concerne la première vague, le premier confinement que nous avons eu au printemps. Hein. Qui a été d'une brutalité extrême, comme je pense d'ailleurs dans le monde entier, quand on a décidé de confiner strictement les personnes âgées dans leur chambre, de leur interdire les visites des proches, toute vie sociale et je dirais à l'intérieur de l'établissement aussi, on ne sait pas, je crois qu'on n'a pas mesuré ce que l'on faisait. Car beaucoup de ces personnes, coupées de tout ce qui donnait du goût à vivre, hein, le lien affectif, le lien social, la relation avec l'autre,
beaucoup se sont laissés mourir. Beaucoup se sont engagés dans ce qu'on appelle le syndrome de glissement, hein, ont cessé de s'alimenter et sont mortes non pas de la Covid, mais tout simplement de solitude, de chagrin, de désespoir. On imagine aussi la souffrance que ça a été chez les proches qui savaient que leurs proches vivaient les choses de cette manière-là, qui ne pouvaient pas venir les soutenir, de la souffrance que ça a été pour les soignants. Donc, dans cette phrase, je dis à quel point les soignants, qui sont quand même des personnes qui se sont engagées dans ce métier par souci de l'autre, avec des valeurs humanistes très fortes, et qui ont été obligés d'appliquer des consignes sanitaires qu'elles jugeaient totalement inhumaines, effectivement, ont vécu des situations dramatiques, des dilemmes. Et le dilemme, en fait, qui s'est posé, c'est vraiment celui-là entre la protection et la liberté. Cette phrase aussi où je dis qu'on a voulu protéger la vie biologique, effectivement, on a voulu protéger les corps, mais on n'a pas protégé le reste de la vie, parce que la vie n'est pas seulement biologique, elle est affective, elle est relationnelle, elle est spirituelle, elle est sociale, elle est démocratique. Je veux dire, il y a la vie, c'est un tout, et on a simplement voulu protéger le corps. Or, ce que j'ai entendu et ce qui m'est revenu, c'est que parmi ces personnes, certes, il y en avait qui étaient tout à fait d'accord pour qu'on protège leur vie biologique, mais d'autres étaient tout à fait capables de dire à l'âge que j'ai, avec le peu de temps sans doute qui me reste à vivre, je veux pouvoir donner mes priorités et pouvoir dire ce qui compte pour moi, c'est de continuer à voir mes enfants, c'est de continuer à être en lien, et je n'ai aucune envie de passer le reste de ma courte existence dans une chambre enfermée, quelquefois sans avoir même le droit d'ouvrir la fenêtre, car on m'a dit que dans certains de ces établissements, on interdisait l'ouverture des fenêtres. Il ne faut pas oublier qu'on était au printemps, par peur que les personnes se suicident. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette protection de la vie biologique a été à l'encontre même de la liberté des personnes finalement de choisir ce qu'elles estimaient être la priorité pour elles. Donc, ça a été un vrai scandale, parce que j'ai aussi rappelé que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'interdiction de venir accompagner un proche, lui dire au revoir, se réunir autour de lui quand c'est possible, a été donnée par décision politique et sanitaire. Bien sûr, il y a des tas de gens qui n'ont pas pu accompagner quelqu'un pour 1000 raisons, mais là, c'est une décision politique qui a empêché des gens qui étaient souvent géographiquement très près de la personne qui était en train de mourir. Quelquefois, c'était dans un village, par exemple, les gens habitaient à côté de l'établissement. Eh bien, qu'une décision politique ait empêché quelqu'un qui sentait que c'était vraiment crucial, vital, d'aller dire au revoir à un parent qui était en train de mourir. Je crois que nos politiques n'ont pas mesuré je dirais, le drame que ces décisions ont généré. Mais qu'est-ce que tu dirais, Marie, si quelqu'un te disait là présentement, mais oui, mais tu sais, Marie, le fait de partir de chez moi, d'aller voir ma mère, je risque de contaminer d'autres patients, je risque de contaminer le personnel soignant, je risque de contaminer les médecins dont on a besoin présentement pour nous sortir de là le mieux possible. Qu'est-ce que tu leur réponds quand on dit ça, que c'était une décision pour protéger les soignants aussi et les familles? Au début de cette crise sanitaire, en France, en tout cas, nous n'avions pas, c'est vrai, les moyens de nous protéger. Les soignants n'avaient pas les moyens de se protéger. Mais dès que les masques sont arrivés, dès que la possibilité de se protéger est arrivée, j'ai trouvé incohérent
que l'on permette à des soignants d'entrer dans une chambre, de soigner une personne âgée, de lui donner son repas, et d'interdire à des proches de le faire avec les mêmes mesures barrières. Puisque pourquoi permettait-on à un étranger, on peut dire un soignant, c'est un étranger pour la personne d'entrer dans la chambre et de pouvoir accomplir certains gestes, et que les proches qui le réclamaient auraient pu faire la même chose avec les mêmes protections, bien sûr. Il s'agit donc, c'est une réponse un peu à ta question, c'est-à-dire, bien sûr, il ne s'agissait pas d'entrer, de contaminer tout le monde, mais de s'équiper des mêmes protections que les soignants et de pouvoir jouer son rôle de proche. Or, là, il y a eu une incohérence que j'ai pointée vraiment du doigt et qui d'ailleurs a été entendue, puisqu'il faut dire que dans le deuxième confinement que nous avons eu à l'automne n'a pas du tout été le même, et que le président de la République a dit qu'on n'interdirait pas les visites et qu'on ne pouvait pas interdire à quelqu'un de venir dire au revoir à quelqu'un qui allait mourir. C'est donc bien que de pointer cette incohérence a eu son effet, puisque les politiques en ont tenu compte dans les mesures qui ont été prises ensuite. Oui. J'aimerais appuyer ce que tu dis quand tu expliques qu'une personne âgée, quand elle souffre beaucoup psychologiquement de ne pas être accompagnée par son proche, elle peut se laisser glisser dans sa mort. Maintenant, nous avons vu au Québec, juste pour illustrer ce que tu en dis là, un homme arrivé, un homme dans la quarantaine ou cinquantaine, arrivé vers sa vieille maman, qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus, qui était toute petite dans le fond de son lit. Et il a commencé de façon spontanée, mais si brillante dans son cœur, de chanter quelque chose qu'elle connaissait, il y a belle lurette. Et cette dame qui n'ouvrait plus les yeux, ne parlait plus, qui était presque morte, quoi. On l'a vue à la caméra se réveiller, ouvrir les yeux, sourire à son enfant, et puis se mettre à chanter avec lui. Et elle a mangé après que c'est lui qui venait lui donner la cuillère. Voilà, un magnifique exemple de ce qui est vital pour les personnes âgées. Il y a eu des soignants qui, dans cette période si difficile, ont eu des idées. Ils ont été créatifs, les soignants. Oui. Ils ont eu des idées. Ils ont eu l'idée de téléphoner aux familles, d'amener le téléphone à l'oreille des personnes qui allaient mourir pour que les familles puissent dire au revoir. Il y a eu, oui, une créativité. Je dis que les soignants étaient des sentinelles d'humanité, Oui. vraiment. Elles ont essayé de contourner aussi toutes ces mesures pour justement permettre ce petit lien affectif qui fait que, voilà, les personnes, celles qui étaient mourantes, ont pu mourir avec une voix dans l'oreille, ce qui est quand même pas rien, et mieux que rien. Et puis, c'est vrai que quand il y avait beaucoup de personnes dont les parents étaient atteints de la maladie d'Alzheimer se sont plaints que ces personnes ont régressé, ont perdu, se sont rendus compte qu'au bout de 2 mois, leurs parents ne les reconnaissaient plus. Il y a eu une régression très forte. Et donc, il y a eu beaucoup tout un travail nécessaire justement pour essayer justement de renouer ce lien. C'était Alors, je trouve magnifique de chanter. Effectivement, je pense que le chant, c'est certainement ce qui ramène quelque chose de l'enfance, aussi de l'affectivité de l'enfance, tellement important. Merci de cet exemple. Oui. Oui, oui. Mais alors, Marie, quand tu parlais des soignants, là, qui ont été inventifs, et chez nous aussi, on se demande comment ils arrivent à tenir le coup. Chez vous, c'est pareil, ça court, ils n'ont pas le temps de manger, de fraterniser, il n'y a plus de temps pour réfléchir, on est juste dans l'action, puis essayer d'éteindre les feux. C'est quand même épouvantable. Et comme tu sais, chez nous comme chez vous encore,
les burn-out, les épuisements Mm. sont énormes. Les soignants eux-mêmes ne sont pas à l'abri de tout un dérapage éventuel avec tout ça. Par contre, quand tu dis, ces personnes ont eu l'occasion aussi de mettre à l'oreille un Oui. son, de mettre dans les bras une Mm. image, euh, est-ce que tu crois que le soignant, dans cette compassion Mm. ultime, Mm. euh, aura réparé Oui. Mm. quelque chose et Mm. pour la famille et pour lui-même comme Oui, soi? oui. Mm. Absolument. Oui, hein? Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un grand burn-out chez les soignants, chez nous aussi. Euh, D'autant plus qu'on a tout ce qu'on a mis en place pour essayer de les aider au départ, plateforme de soutien psychologique, etc. Ils étaient tellement débordés qu'en fait, c'est comme en temps de guerre, hein. C'est une guerre, hein. Oui, Ils étaient dans l'action. Ils ne pouvaient oui, pas revenir sur eux-mêmes, ni même écouter leur détresse et leur peine. oui, C'est ensuite, hein, évidemment, que c'est venu. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont pu, dont l'intuition humaniste, enfin, qui leur a permis justement de trouver des moyens d'être humain malgré tout. C'est pour ça que dans oui, mon livre, d'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur quand la peur a raison de l'humain, là on est dans l'inhumanité, et quand l'humain a raison de la peur. Ils oui. ont, ils ont surmonté leur peur. Tout ce qu'ils ont fait, et Oui. bien sûr, c'est ce qui les aide maintenant justement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont été inventifs, comme on le dit, créatifs, et Oui, ceux-là s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui ont été dominés par la peur. Ça, c'est oui, sûr. oui, d'accord. Marie, si tu me permets, je trouve ça tellement beau, cette lettre que tu as mise dans ce livre, comme tu as bien fait. Et ça va nous permettre de parler de l'essentiel. Tu as rappelé une lettre de Jacques Decour. Mhm. Alors, je la lis, hein, je repense en écrivant ceci au dernier message envoyé à ses parents par Jacques Decour quelques jours avant son exécution par les Allemands au Mont Valérien. Alors, ça m'amène à dire cela parce qu'on le vit comme une guerre. Mhm. Présentement, on n'est pas dans un monde très rassurant. Euh, Tu sais que nos voisins aux États-Unis présentement vivent des choses hors du commun, historiques, Mhm. et que l'armée est là, comme si 20 000 soldats sont là pour défendre l'accès au Capitole, à l'Assemblée et tout. Alors, nous avons beaucoup de stress présentement autour de nous. Mhm. Et je ne sais pas, mais je crois comme toi euh, que la spiritualité voulant dire aussi l'amour, la spiritualité voulant dire aussi le sens et le lien, Mhm. voyant ce qui nous reste avant de mourir ou en mourant, je pense que nous sommes habités par Mhm. du très grand et heureusement, Mhm. peut-être que même si nous mourons seuls, il y a au fond de chacun un espace où nous nous sentons accompagnés et aimés. C'est ce Mhm. que j'ai recueilli dans ce témoignage que tu as eu la bonté de nous transférer. Maintenant, nous nous préparons à mourir les uns et les autres. On se prépare, on songe à ce qui doit venir, à ce qui doit nous tuer, sans que nous puissions avoir un geste de défense. C'est bien le moment de nous souvenir de l'amour. Avons-nous assez aimé? Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact, le poids de la valeur des mains, à sentir voilà, de la valeur des mains, des yeux, des corps,
Savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse? Tendresse, bienveillance, intimité, amour, relation. Ce sont une chaîne, ils forment une chaîne. Ces mots forment une chaîne d'humanité. Il est temps, avant de disparaître dans le tremblement d'une terre sans espoir, d'être tout entier et définitivement amour, tendresse, amitié, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il faut jurer de ne plus songer qu'à aimer, aimer, ouvrir l'âme et les mains, regarder avec le meilleur de nos yeux, serrer ce qu'on aime contre soi, marcher sans angoisse en rayonnant de tendresse. C'est un mourant qui nous parle. C'est un mourant qui va bientôt disparaître. Voilà. C'est sûr que c'est dans un autre contexte, mais je trouve que nous étions comme sur un champ de guerre. C'est toujours les comparaisons qu'on fait, les soignants. Oui. Je trouve ça encourageant que quand il ne reste rien autour de soi, il y a quelque chose au-dedans de soi. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui, bon, tu le sais aussi bien que moi, parce que tu as tellement accompagné aussi de mourants, et nous savons que ce que les dernières pensées, les derniers regards, les derniers sont des regards d'amour. Hein. C'est quelque chose qui est, voilà, au seuil vraiment de la mort. C'est cela Oui, qui surgit, oui. qui prend des formes très diverses, hein, c'est bien sûr, mais c'est voilà, et c'est la raison pour laquelle on comprend que des familles puissent vivre tellement douloureusement le fait de n'avoir pas pu, ne serait-ce que de venir pour un regard, pour tenir la main de quelqu'un, pour voilà, un dernier contact. On comprend à quel point c'est douloureux. Oui. Et Parce ce que que, tu dis là, Marie, j'aimerais préciser quelque chose pour avoir aussi accompagné et le faire encore beaucoup d'endeuillés. oui, C'est que certaines personnes nous disent le lien entre ma mère ou mon père et moi n'était pas bon. Ensuite, d'autres disent je n'y allais jamais et pourtant, là, je souffre de ne pas pouvoir y aller. Alors, moi, j'aurais une réponse à cela, mais je suis certaine que toi aussi. oui. Ben, bien sûr, parce que la relation affective, elle est toujours ambivalente. Hein. Il n'y a jamais que de la haine ou du ressentiment. On sait très bien que derrière, il y a de l'amour. Simplement, le ressentiment, par exemple, a pris le dessus. Mais avec le temps, on sent ce qu'il y avait en dessous, hein, réapparaît. Mhm. Donc, c'est derrière. Il n'y a pas de relation qui soit, je veux dire, il y a, de même qu'une relation qui apparaît très aimante a toujours aussi son ombre. Il y a aussi toujours une part de ressentiment. Nos relations affectives sont mélangées. Hein. Avec des Donc, frustrations, des mais ce déceptions. qui est intéressant, c'est que le moment de la mort fait surgir, c'est ce que dit d'ailleurs Jacques Decour, c'est que c'est ça que ça fait surgir. Hein. Oui. C'est peut-être ce qui est à la racine. Hein, parce que ensuite, le ressentiment, bon, le fait d'en vouloir à un parent, c'est aussi le fruit de l'histoire d'une vie, des frustrations, des conflits que l'on a eus. Voilà, c'est l'histoire d'une vie. Mais au départ, quand même, l'amour, il est là. Il est là au départ même de la conception. Hein, même des personnes disent oh, non, moi je suis pas née, je suis pas née de l'amour, mon père et ma mère ne s'aimaient pas, ils s'en sont. Mais il y a quand même dans le fait que deux cellules je dirais, se rencontrent et quelque chose d'une attraction, quelque chose de l'amour quand même. Oui. Donc voilà, c'est comme ça et on peut très bien ne pas le ressentir, bien sûr, mais
c'est ce qui m'a toujours frappé puisque en tant que thérapeute, hein, nous voyons des gens quelquefois en deuil depuis très longtemps, c'est que la relation continue après la mort, hein. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Oui, On continue à cheminer. Et beaucoup de personnes disent qu'elles évoluent dans leur relation, comme si effectivement, malgré la mort, eh bien, la relation évoluait, hein. oui, Et on oui, arrive quelquefois à un moment donné où on ressent de la tendresse pour quelqu'un pour lequel on n'en a jamais ressenti de son vivant. oui, C'est mais très oui, étrange, mais c'est comme ça. oui, c'est vrai. Marie, tu fais aussi allusion dans ton livre, avec raison d'ailleurs, euh, au manque euh, de célébration qu'on aurait voulu euh, organiser pour dire au revoir encore une fois, hein, parce qu'on peut se dire au revoir plusieurs fois, comme l'écrivait Servan-Schreiber, mais disons qu'on se dit au revoir quand c'est possible dans les derniers moments. Quand on a raté le dernier moment, si on peut dire raté, là, pour toutes sortes de raisons, on a hâte de se reprendre aux funérailles. Ou est-ce que on est encore symboliquement en présence euh, du corps ou des cendres? Et puis, tout d'un coup, on est capable d'exprimer au défunt beaucoup de choses de sa vie, lui dire merci avec témoins. Parce que quand il y a des témoins, c'est toujours plus fort ce qu'on a à dire. Alors, le fait que chez vous comme chez nous, je pense que ça n'a pas eu beaucoup lieu. Les funérailles ont commencé à être organisées par écran. Là aussi, on n'a jamais autant utilisé la techno pour être ensemble. Mais c'est dur, ça, n'est-ce pas? Les personnes qui n'ont pas pu dire cet Oui, au revoir au cimetière ou au salon funéraire ou devant témoins. oui. Alors, dans une lettre aux endeuillés qu'il y a dans mon livre, je dis on peut toujours faire un rituel de deuil dans le temps, plus tard. Oui, Évidemment, ce n'est jamais pareil, mais c'est quand même, c'est très apaisant aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des rituels individuels, par exemple, si, je dirais avec la photo de la personne, avec un symbole. Un rite, c'est toujours une organisation de symboles, hein. Donc, on choisit un temps pour ça. On ne fait pas ça entre deux plats de cuisine. Ou on choisit un temps. On met la photo, une bougie, par exemple, ou bien un objet qui appartient à la personne et on va pouvoir lui parler. On peut parler, on peut écrire aussi, hein, dire ce que l'on a sur le cœur, ce qu'on aurait aimé dire en présentiel, qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on mhm, aurait pu, voilà, de pouvoir parler. Ça, c'est très apaisant. Mon expérience le montre. mhm. C'est la même chose, on peut le faire collectivement, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aller. Nous avons eu un homme politique qui est mort au début du confinement, un homme, un député que je connaissais surtout sa femme qui était dans la même chorale que moi. Il était arménien et au moment entre les deux confinements, il y a eu cette ouverture là en septembre, octobre. Il y a eu à l'église arménienne des funérailles décalées, on peut dire. Il n'était pas là, évidemment, son cercueil n'était pas là, mais il y a eu, on a prié pour lui collectivement, la communauté arménienne, sa famille était là, il y a eu des témoignages, c'était un homme politique connu, il y a eu des témoignages. Je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou Mhm. à tous ceux qui avaient connu cet homme et à ses proches. Oui, Donc, mais c'était évidemment 6 mois plus tard. oui, oui, Voilà. Mais je crois qu'il faut inventer, chacun doit inventer des rituels qui permettent justement de s'apaiser quand on a l'impression qu'on n'a pas pu dire quelque chose, on n'a pas pu honorer le mort. oui, d'accord. Et je reviens à cette lettre, Marie, que tu as écrite pour les endeuillés. Euh, c'est formidable. Et toi et moi, dans notre métier, on sait bien qu'il y a un sentiment qui est tenace, qui est dur à vivre.
puis on n'arrive pas beaucoup à s'en défaire, c'est le sentiment de culpabilité. Déjà, quand on a accompagné un proche, on se sent coupable parce qu'on trouve toujours quelque part quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on a oublié de dire. Et là, d'autant plus avec ce qui se passe, la COVID-19. Ah oui, je voulais aussi dire entre parenthèses que chez nous, on dit la COVID-19 parce que l'OMS a finalement dit là, parce que c'est la maladie, et vous, vous dites le en France parce que Oui, c'est le enfin, virus. oui, Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce qu'on dit la COVID ou le COVID? Alors, on dit les deux. Mais je voulais simplement aussi, Marie, souligner que ce sentiment de culpabilité fait très mal, et oui, d'autant plus durant la COVID-19. Alors, tu as écrit quelque chose au sujet de la culpabilité. Permets-moi de le lire. oui. C'est très aidant, je trouve. Vous vous reprochez peut-être d'avoir abandonné votre parent âgé, de l'avoir laissé mourir seul, sans accompagnement, sans un adieu. Vous ne pouviez pas faire autrement. Il est important de vous le pardonner. Sachez que la meilleure manière de le faire, c'est de continuer à vivre votre vie sans culpabilité, j'ajouterais autant que faire se peut, en étant fidèle à ce que le défunt aimait sans doute chez vous. Ça, je trouve ça aidant. La vie, qui est pleine de surprises, vous offrira peut-être un jour l'occasion de faire pour quelqu'un d'autre ce que vous n'avez pas pu faire dans le contexte si particulier de cette crise. Alors ça, c'est précieux, Marie. Toi et moi avons travaillé avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de soignants aussi. Et quand on demande qu'est-ce qui a motivé votre choix, il y a souvent une histoire derrière soi. Voilà. Il y a une histoire où on n'a pas pu être là pour différentes raisons, comme tu le disais, et peut-être pour la terrible raison d'en avoir été interdit. Mais cette réparation, j'y crois beaucoup en faisant quelque chose pour l'autre, en bâtissant quelque chose avec les autres à la suite d'une épreuve. Je trouve qu'une épreuve ne sert qu'à cela, à rebâtir et à aller plus loin et à s'élever plus haut que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Les bonheurs, on sait à quoi ça sert. On est si bien et ça accompagne notre légèreté, notre bonheur d'être en vie. La souffrance, on cherche toujours un sens. Et au fil des ans, pour moi, je l'ai trouvé vraiment dans le don de soi. Un jour, nous souffrons et nous sommes aidés. Un autre jour, nous sommes mieux et nous aidons les autres. Nous allons mieux et nous aidons les autres. Je ne trouve pas que c'est ce qui nous sauve beaucoup de cette absence de tendresse qui nous a tant fait défaut dans la crise. On est en réserve, là, on en a là, en réserve de la tendresse. Et ça nous aidera à être plus généreux, tu le dis dans le livre aussi, plus généreux, plus attentif, peut-être plus conscient, plus chaleureux. Hein? On a le goût, je pense que tout le monde présentement dans le confinement, parce qu'on en est privé, on a le goût de serrer ce qu'on aime. Et on ne peut pas, alors quand ça viendra, ce sera une grande fête de pouvoir se serrer les uns les autres dans nos bras. Mais tout ça pour dire que le don de soi est quand même une façon aussi d'apaiser la culpabilité et la détresse de ne pas avoir été là au moment voulu. C'est ça. Oui. Et il y a autre chose aussi qui peut apaiser la culpabilité, c'est ce que j'appelle, j'aime beaucoup cette phrase qui est que les mourants ne nous demandent pas de les pleurer, les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer. Or, je pense que toute personne que l'on a aimée, qui a été proche, qui est partie, elle nous a laissé quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Hein, eh bien,
Qu'est-ce que L'héritage cette personne affectif. qu'est-ce que cette personne m'a laissé, dont je suis dépositaire dans mon âme et que je peux, au fond, continuer. C'est-à-dire ce qu'il ne peut pas continuer puisqu'il n'est plus en vie, hein, Mhm, moi, je peux le faire mhm. dans ma vie. C'est-à-dire, Oui, vous voyez, c'est cette transmission. Et là, je pense que quand on arrive à faire ça, à identifier, voilà, telle personne, j'ai pas pu l'accompagner, j'ai pas pu aller à ses obsèques, je me sens coupable, etc. Mais qu'est-ce qu'il m'a laissé? Et ce mhm, quelque chose qu'il m'a laissé, ben, je vais en prendre soin oui. et Et là, je vais le développer. oui, Voilà. et là, Marie, on parle justement de ces personnes, peut-être dans un contexte de COVID, mais j'aimerais aussi extrapoler ce que tu es en train de dire aux personnes, et il y en a plusieurs qui nous écoutent présentement, qui ont perdu des enfants de tous âges, soit dans des accidents d'auto, des suicides, de différentes façons. Ces personnes, pour les avoir écoutées, souffrent beaucoup de ne pas avoir été là au moment de la mort d'un très proche, non pas parce que c'était interdit, mais parce qu'elle était trop soudaine et brutale. Alors, je crois que ce que tu dis, ça convient aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu être là, hein, Oui, euh, au moment de la mort d'un être cher. bien sûr, bien sûr. Oui. Parce Mm. qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas être là non plus. Bien sûr, bien sûr. C'était ce qui, bien sûr, ça, il y a beaucoup de personnes auprès desquelles on n'a pas pu être là pour mille raisons. Ce, ce qui est spécifique à ce que nous avons vécu là, avec cette crise sanitaire au printemps, c'est que les gens voulaient être là, hein, Oui. et que c'est une interdiction politique et sanitaire. Et ça déclenche beaucoup de colère aussi. On n'en a pas parlé, hein. Ça Mhm. déclenche beaucoup de colère. On est en colère contre ceux qui vous ont empêché de faire ce qu'on estimait devoir faire. Oui, Ça aussi, c'est compliqué aussi oui. de- De oui, se oui. libérer de cette colère. Ben, c'est-à-dire que ça complique aussi le deuil, bien Effectivement, sûr. oui. Oui. Et on s'en veut aussi de ne pas avoir été à l'encontre de mesures qui nous semblent je dirais, inhumaines. Donc, beaucoup de gens sont coupables en se disant, je n'aurais pas dû accepter. Vous voyez? Mhm. Donc, bah, Oui, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Bah, voilà, c'est difficile d'aller à l'encontre aussi voilà. oui. Et il y avait aussi mille bonnes raisons aussi d'obéir, hein, forcément. Est-ce Donc, qu'il y avait de bonnes raisons d'interdire? S'il y avait de voilà. bonnes raisons d'obéir, y avait-il des raisons d'interdire selon toi? Peut-être parce qu'on a été pris au dépourvu, Oui, non? il y a eu on a été pris de dépourvu au début, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les protections sont arrivées, il n'y avait plus de raison d'interdire aux proches de pouvoir arriver avec les mêmes protections que les soignants. Donc là, il y a eu un retard à l'allumage, vraiment. Il y a eu vraiment, on a continué les mesures sont restées, alors qu'en fait, on aurait pu les questionner. D'ailleurs, notre comité d'éthique a émis un texte qui n'a pas été entendu ni appliqué en demandant que les mesures soient proportionnées, qu'elles soient individualisées, hein, et qu'elles soient temporalisées, c'est-à-dire au fond, qu'on fasse un peu au cas par cas, ce qui Mhm. n'a pas été le cas. Mhm. Et tu ne penses pas que à cause du nombre incessant et rapide de malades qui étaient là, nos hôpitaux présentement, peut-être comme chez vous, débordent, les urgences aussi, vous êtes rendu à combien de décès? Je sais pas Non, si- nous, on n'est pas encore débordés. Nous avons 26 000 décès, mais nous ne sommes pas encore débordés. Nous avons une capacité en France de 5 000 lits de réanimation et ils sont occupés à 2 600. Donc, on est à la moitié. On n'est pas D'accord. débordé, hein, en Bon, France, là, d'accord. pour le moment. On l'a été au printemps, c'est vrai. Mhm. On l'a été au printemps. Donc, oui. Chez nous, il y a un groupe qui veut demander au ministre la permission d'avoir une journée nationale sur le deuil en Oui. souvenir de toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'exprimer le jour même Oui.
les derniers mots. Et je pense que c'est une bonne initiative. J'ai signé cette pétition, bien sûr, Oui. parce que je la trouve importante. Ça va être des réparations qui vont beaucoup Mm. compter, je pense, à Et oui. l'avenir. Oui, moi j'aurais espéré aussi qu'on ait ça. Ça a été suggéré à un moment donné, mais ça n'a pas été retenu. Et je le regrette beaucoup. Mhm. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien Oui, qu'il y ait une journée nation. Bon, il peut bien sûr y en avoir une à l'avenir, mais là, par exemple, au moment de la Toussaint, on aurait très très bien pu décider une journée nationale pour, oui, euh, pour tous ces morts en tout cas du printemps, hein, oui. qui, puisque maintenant, tu l'as bien compris aussi, comme on a tenu compte quand même de tout ce qui a été dénoncé, je dirais, il y a quand même une adaptation des mesures. Hein. Les mesures existent toujours, mais il y a on a intégré l'idée qu'il fallait. J'ai actuellement une amie qui accompagne son mari qui est à 80 ans et qui était en réanimation, mais qui est en train d'en sortir. Donc, mais on ne lui a pas interdit de venir voir son mari quand il était quasiment mourant. Hein. Mhm. Donc, on voit bien qu'il y a un changement qui s'est opéré. Oui, Hein. Voilà. heureusement, hein. Mais il Heureusement, fallait s'insurger, hein. Il fallait faire quelque chose, bah, hein. je crois. Je crois Oui. que c'est ça aussi l'éthique, la conscience éthique, c'est que de dire, à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Là, Oui. il y a des choses qui ne vont pas. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mhm. Voilà. Il faut, et là, il y a eu un défaut d'éthique, un Oui. défaut, un défaut aussi de démocratie, parce qu'on n'a pas, on a agi pour les autres, je parle des personnes âgées, sans leur demander leur avis. Et là, nous sommes tout un mouvement où nous rappelons que la personne âgée est une citoyenne à part entière et Mhm. qu'elle a son mot à dire, de même que, voilà, par exemple, quand il y a eu le déconfinement, on n'a pas permis aux personnes âgées de sortir et d'aller, mais on le permettait au reste de la population. Pourquoi? Parce que là, sous prétexte que des personnes étaient âgées et fragiles, on ne leur a pas permis, mais on aurait dû leur demander leur avis. Certaines auraient dit, oui, c'est plus prudent, je préfère rester, je préfère... Mais d'autres auraient dit, non, je prends le risque. La Mhm. vie, c'est quand même un risque. Oui, 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 oui. Peut-être qu'un politicien, je ne sais pas, te répondrait, oui, mais il y avait le risque pour les autres, Non, pas juste mais pour elle. puisque le reste de la population sortait. Là, je parle de la période quand on a déconfiné. D'accord. Oui, On oui, a oui. eu, il y a eu, pour tous les citoyens, nous avons pu déambuler librement. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on a interdit aux personnes âgées de sortir et d'être libres? Mhm. Il y a eu Oui. vraiment des incohérences. Je sais pas, Incohérence. vous les avez peut-être pas eues chez vous, mais chez Oui, nous, il y a oui. eu. C'est pour ça que je suis montée au créneau en disant qu'il y avait derrière tout ça une forme d'agisme. L'agisme étant l'exclusion des vieux parce qu'ils sont vieux, hein, Oui. que l'on va, que l'on, auquel on va dénier une capacité je dirais, de décider pour eux-mêmes. Hein. Mhm. Il y a des tas de personnes âgées qui ont toute leur tête et qui sont tout à fait capables de dire, voilà, ce que j'ai les mêmes droits Mhm. que les autres personnes. C'est pas parce que j'ai 90 ans que je n'ai pas les mêmes droits qu'une personne de 70. Mhm. Hein. Oui, en La tout cas, barrière de l'âge qui est anticonstitutionnelle, enfin chez nous en tout cas. oui, Parce que oui, comment c'est chez vous? oui. Mais oui, bien sûr. Euh, Comme on dit, tout était prétexte de la vulnérabilité de la personne plus âgée. Et donc, en tout cas, Oui, l'intention, oui, pensait-on, était de la protéger au mieux, mais comme tu le dis dans le livre, des fois, en la protégeant, on lui nuit. On oui. lui nuit sur le plan de l'humanité. Ça, je comprends très, très bien. Marie, tu continues de t'intéresser beaucoup aux personnes âgées. On va terminer un petit peu là-dessus. Euh, je crois que on n'entend tellement pas souvent parler du vieillissement comme quelque chose d'heureux. Mais toi, tu as interviewé des personnes de tous âges, de 90 ans, dans ton livre, qu'est-ce que c'était le beau titre là? Euh, La chaleur du cœur. Empêche nos corps de rouiller. C'est Oui, ça, c'est peut-être. ça. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Oui, C'est tellement un beau titre. oui, Mais
ça doit faire du bien aux personnes âgées quand elles t'entendent à la radio ou en conférence de voir qu'elles ont encore tellement de potentiel. Tu nous donnes beaucoup d'exemples pour nous montrer ça. Et on sent que toi qui n'as pas jamais l'air de vieillir, que le vieillissement ne t'inquiète pas. Non, alors moi, je fais partie de cette génération qu'on appelle les boomers, hein, chez nous, qui est donc la génération qui a entre 70 et 75 ans, enfin 65 et 75 ans, et qui est une génération qui a globalement décidé de bien vieillir, en comprenant d'ailleurs que c'était de la prévention de la perte d'autonomie, de faire tout ce qu'il fallait pour vieillir le plus autonome possible et de peser le moins possible sur la population. Donc, nous sommes une génération consciente, très différente de la génération précédente qui s'est laissée vieillir un peu sans y réfléchir et sans y penser. Et tandis que là, il y a une conscience que j'observe et que j'entretiens évidemment avec mes conférences, mes livres et ma réflexion, mais je ne suis pas la seule. Nous avons par exemple un mouvement qui s'appelle Old Up, Old comme vieux, Up. Oui, ce sont des personnes de plus de 75 ans qui sont valides, et qui disent, nous ne sommes pas nous avons un vieillissement robuste, il faut savoir ça, qu'on peut à 90 ans avoir un vieillissement robuste parce que justement nous prenons soin aussi de notre corps, de notre esprit, nous savons ce qui est bon pour nous, ce qui nous permettra justement de faire de la prévention de la perte d'autonomie. Ce sont des personnes qui veulent être très actives dans la société, qui continuent d'ailleurs à avoir leur place dans le bénévolat, dans toutes sortes et qui ont aussi un rôle très important en tant que grands-parents, enfin qui ont leur place dans la société, qui la revendiquent et qui ne veulent pas du tout être mis sur le côté. Voilà. Donc je fais partie de ce mouvement, effectivement, et je pense que c'est très important parce que nous allons être très nombreux dans 10-15 ans, arriver dans le grand âge. Et là, c'est très important que nous soyons des très vieux autonomes. Oui, oui. Bon, moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur la préservation de l'autonomie, qui, on le sait, bien sûr, ne dépend pas, la perte d'autonomie, ça peut dépendre d'une maladie et d'un accident, bien sûr, mais pas seulement. On sait que ça vient beaucoup de la tête aussi, de la manière dont on considère le vieillir. Si on a une bonne image du vieillissement, si vraiment on a compris quelles étaient les clés du bien vieillir, et elles sont très claires, ces clés, c'est vraiment... et entre autres, par exemple, ne pas mettre de côté la question de la mort, parce qu'en fait, on vieillit mieux si on est au clair avec la question de la mort. Oui. On est beaucoup plus fragile si on la met de côté. Ça fait partie. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne aussi la paix de l'esprit, tout ce qu'on peut faire pour s'apaiser, pour s'alléger. Finalement, c'est quand même un chemin spirituel. Oui. En fin de compte, c'est un chemin spirituel au sens large. Je n'ai pas dit religieux, mais spirituel. Oui, oui. Voilà. Moi, j'aime bien comment habituellement les psychologues, nous parlons de cette psychospiritualité. Parce que dans la spiritualité, je le disais au début, mais je crois que c'est important, pour moi, il y a le thème de l'amour, de la relation, de la capacité d'être seul et du sens à notre vie. Alors, c'est un beau chemin, un long chemin, malgré ce monde présentement très perturbé. Merci Marie, parce qu'on va bientôt terminer, mais je veux te remercier du fond du cœur, parce que tes mots, dans ce livre que j'espère nous aurons bientôt au Québec comme livre, parce qu'il est très beau, il se lit bien, il fait du bien au cœur. Il faut que vos libraires le commandent, c'est tout. Ben voilà, on va faire des pressions pour ça aussi, parce que j'ai eu la chance de le lire et vraiment, c'est très important, ça fait du bien, ça remet les aiguilles à l'heure, et puis ça prend aussi beaucoup de courage et de conviction pour écrire ce genre de livre, et
tu as de belles convictions parce qu'elles sont profondément humaines. Et puis, ton sens des valeurs rejoint le mien. Alors, c'est sûr que ça fait plaisir, mais nous avons frayé dans les mêmes univers, toi et moi, depuis des années. Et je suis tellement contente de t'avoir d'abord comme amie et aussi comme source d'inspiration et comme écrivaine, parce que c'est le moyen extraordinaire pour nous de te rejoindre, d'être avec toi et que tu puisses nous rejoindre. Alors, tu vois, euh, ton livre, on le prend dans nos bras comme ça. À chaque page, on s'arrête un peu, on médite, on le serre sur notre cœur et puis on réfléchit. C'est ça qui est bon avec ton livre. Il y a des pauses qui nous aident à nous arrêter. Alors, Marie, pour tout ce que tu fais pour ce monde et pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et pour ton ouverture comme ça, ta sincérité, merci. Et bon chemin encore et j'espère vieillir à ton image. Beaucoup. Merci Joanne et merci de m'avoir donné l'occasion de parler aussi à mes amis québécois parce que j'aime beaucoup le Québec. J'y suis beaucoup allée grâce à toi d'ailleurs. Et c'est, voilà, je suis en amour avec le Québec pour reprendre une expression que vous avez. Voilà, merci beaucoup. Oui, bon, on a des beaux souvenirs en Marie avec les colloques et tout. Alors, quand les voyages vont reprendre, eh bien, on t'invitera encore et encore. Hein? Espérons. Oui. Alors, sur ce, je te dis au revoir et à bientôt pour nous deux et pour nous, les personnes qui allons avoir le bonheur de t'écouter, on pourra t'écouter plus d'une fois. C'est le bonheur des capsules. Ça vient avec. Alors, au revoir, Marie. Je t'embrasse. Au revoir.